Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au programme de LCA Télévision. Bienvenue à cette émission Franc-Parler. Sur le plateau de notre émission pour cette semaine, un homme politique et nous allons avec lui parler essentiellement politique dans cette émission. C'est un homme que vous connaissez très bien. Il est actuellement le président de l'ADF-RDA. Il est également le président du réseau libéral africain. Il est le président du cadre de concertation des partis du CFOP. Il est candidat à la présidentielle de 2020 au Burkina. Vous l'avez deviné, Maître Gilbert Noël Ouédraogo a répondu à notre invitation. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de répondre à notre invitation pour cette émission. Avec vous, nous allons essentiellement parler politique, on l'a dit. Nous allons également parler de la situation sociale au Burkina Faso avec la question sécuritaire notamment. Mais pour commencer, depuis le 14 février 2020, vous êtes le président du réseau libéral africain. C'est vrai que l'information a été donnée à l'opinion publique à travers les médias. Mais dites-nous en quelques mots, c'est quoi le réseau libéral africain? D'accord, je vous remercie. Avant cela, je voudrais préciser que je suis en fait président du cadre de dialogue interparti. Au niveau du CFOP. Pas le CFOP, qui regroupe les 14 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Donc, y compris les partis de la majorité et de l'opposition. C'est avec les Danois que nous avons mis en place cette initiative qui vise à favoriser le dialogue entre les partis politiques. Et les 14 partis représentés à l'Assemblée nationale m'ont fait l'honneur de me désigner comme président du cadre pour la période 2018 à 2020. D'accord. Alors, on revient au réseau libéral africain, c'est quoi? Ce regroupement de partis politiques. Le réseau libéral africain est une organisation qui est affiliée à l'international libéral, qui regroupe donc les partis libéraux africains. Et à ce niveau, les organisations et formations politiques qui sont sur le continent africain, qui épousent comme valeur et principe le libéralisme, se sont organisées depuis 2002 pour créer le réseau libéral africain. À ce jour, le réseau libéral africain compte 47 partis membres répartis dans 33 pays africains. Et ce réseau est membre également de l'international libéral qui regroupe les groupes régionaux au sein donc de l'international libéral. Et au Burkina Faso, ils sont combien de partis membres? Au Burkina Faso, nous sommes 3 partis membres du réseau libéral africain, à savoir l'ADF-RDA, qui est le premier parti à adhérer au réseau libéral africain et qui a parrainé la candidature de l'UPC, qui est le second parti. Et ensemble, l'UPC et l'ADF-RDA, nous avons parrainé la candidature du parti Le Faso Autrement, qui aujourd'hui, à travers donc, la dernière rencontre que nous avons tenue à Ouagadougou, la 16e Assemblée générale du réseau libéral africain, ce parti a été admis comme membre à part entière du réseau libéral africain. La particularité du réseau libéral africain, c'est que c'est une organisation politique qui admet plus d'un parti par pays, parce que nous estimons que nous sommes des libéraux. Il y a des organisations politiques où lorsqu'un parti d'un pays adhère, il n'y a plus de possibilité que d'autres partis de ce même pays adhèrent, même si ces partis se réclament de la même obédience. Mais comme nous sommes des libéraux et que nous pensons que c'est la liberté de penser et que c'est la tolérance, nous autorisons donc cette possibilité à accueillir plusieurs partis politiques au sein du réseau. Mais avec cette précision qu'un parti qui veut adhérer dans le réseau, si dans son pays il y a déjà un parti membre ou des partis membres, il doit obtenir donc le parrainage du parti qu'il a précédé dans le réseau. Et ce parti ne doit pas émettre un veto, parce que nous avons le droit de veto. Alors, depuis quelques jours, vous êtes le président du réseau libéral africain. Alors, c'est pour un mandat de combien d'années déjà? Le réseau libéral africain, les mandats sont des mandats de 2 ans. 2 ans? 2 ans. Ok. Quels sont vos principaux défis à la tête de ces réseaux pour les 2 années? Au niveau du réseau libéral africain, en battant campagne donc, pour être élu président du réseau libéral africain. Donc vous avez été élu? Oui, parce qu'en fait, c'est une élection qui se fait. Disons que c'est à Marrakech en 2019, lors de l'Assemblée générale de Marrakech, qui était une Assemblée générale élective. Parce que nos élections se déroulent tous les 2 ans. Et c'est à Marrakech que j'ai été élu président délégué du réseau libéral, avec donc une résolution qui indiquait que à partir de 2020, je deviendrai donc le président du réseau libéral africain. Pour 2 ans?
Alors, voilà. Vous avez Maintenant, 2 ans oui. et pour certainement relever des défis à la tête de ces réseaux. C'est quoi ces défis? Les défis que j'ai à relever à la tête du réseau, c'est d'abord la dynamisation du réseau. Ensuite, c'est un plan stratégique que j'ai proposé, qui est un plan stratégique triennal et qui a été adopté, discuté, adopté lors donc, de l'Assemblée générale que nous avons tenue à Ouagadougou. Et ce plan stratégique triennal met l'accent sur le renforcement de la solidarité entre les partis libéraux africains et la formation, la capacitation des partis politiques, des jeunes et des femmes, de manière à permettre à ces partis politiques de pouvoir conquérir le pouvoir d'État et exercer. Parce que notre objectif, c'est de faire en sorte que l'Afrique soit dirigée par des formations libérales, de manière à pouvoir mettre en œuvre des solutions libérales, de mettre en œuvre donc les politiques libérales, parce que nous pensons et nous avons cette confiance que la mise en œuvre de bonnes politiques libérales pourront aider l'Afrique à se développer sur le plan économique et sur le plan social. Donc, principalement, il s'agira de travailler à cela. Il y a également aussi des sessions que nous allons organiser dans les différentes régions. Parce que les 5 régions de l'Afrique sont représentées au niveau du réseau libéral. C'est pourquoi nous avons un président délégué, des vice-présidents régionaux qui sont chargés donc de l'animation du réseau au niveau de chaque région. Nous avons aussi décidé d'instituer un prix qui sera dénommé Prix pour la paix, la démocratie et les droits humains, qui sera décerné donc à une personnalité qui aura œuvré au cours de l'année sur les questions donc, de paix, de démocratie et de droits humains. Alors, dites-nous en quoi est-ce que le libéralisme en politique peut être utile pour un pays comme le Burkina? C'est quoi la particularité? Comment est-ce que le Burkina peut profiter du libéralisme en politique? Le libéralisme en politique, vous savez, il y a d'abord le libéralisme, comme vous avez dit, il y a le libéralisme politique, vous avez le libéralisme économique. Le libéralisme économique, donc, c'est le système de l'économie de marché, de fonctionnement. Et vous avez le libéralisme politique qui est la doctrine politique, la philosophie en fait libérale. Et le libéralisme politique, c'est celui-là même qui veut qu'on ait la liberté de choisir ses dirigeants. Donc quand on parle de multipartisme, quand on parle du choix du candidat par les électeurs, cela, c'est l'essence même de la démocratie libérale qui veut qu'il y ait plusieurs choix et que l'homme soit au cœur des politiques et qu'il puisse choisir librement le dirigeant qu'il veut. Il y a des systèmes politiques où on ne permet pas une multiplicité de candidatures. Et donc, le premier apport pour le Burkina Faso, c'est déjà cela, c'est de continuer à contribuer à faire en sorte qu'il y ait des élections inclusives, des élections transparentes, et que les Burkinabés puissent choisir véritablement le candidat de leur choix pour qu'il soit le président du Burkina Faso. Mais c'est également aussi mettre en œuvre les politiques libérales à travers donc, le volet développement économique et social. Parce que les libéraux mettent l'homme au cœur et au centre de tout. Et surtout lutter aussi contre la corruption. Ce sont celles-ci les valeurs libérales. Prenons un pays comme le Burkina Faso, ce que nous, les libéraux, nous prônons, c'est de déconnecter l'État avec les affaires. Oui, il faut déconnecter l'État avec les affaires. Il ne faut pas que, pour avoir un marché, vous soyez connecté à l'État. Non, il faut créer les conditions de la compétitivité. Nous, les libéraux, nous parlons de compétition. Nous avons beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont fait de grandes études, de brillantes études, qui aujourd'hui n'arrivent pas à obtenir des marchés parce que justement les conditions ne sont pas réunies pour que ces personnes-là puissent compétir comme tout. Donc nous, c'est vraiment créer des emplois pour les jeunes, créer les conditions pour la promotion des entreprises, créer les conditions pour que les règles du jeu se fassent de manière honnête et transparente. C'est ce que le libéralisme peut apporter à un pays comme le Burkina Faso. Merci beaucoup, Maître Gilbert Noël-Ouedraogo. On vous aura bien compris, mais vous êtes venu sur ce plateau avec une canne. Je ne sais pas si ça représente le réseau libéral africain. Oui, vous tout à fait. Jeune qui tenait une canne. Oui, non, en fait, c'est le bâton, je dirais, de passation, de commandement du réseau libéral africain. Et donc, vous avez... Il n'y a que le président qui tient ça. Voilà, vous avez la canne et vous avez le globe pour montrer que nous sommes en Afrique. Et l'Afrique est au niveau donc, du monde. Et vous avez le continent africain, donc avec la carte de l'Afrique, donc
le réseau libéral africain, Africa Liberal Network. Et là, vous avez les points qui indiquent les pays où le réseau libéral africain est représenté à travers les partis politiques. Donc, c'est le symbole donc, de la présidence du réseau libéral. Alors, c'est bien compris. Merci beaucoup. On va s'intéresser à présent à votre parti politique, le parti par lequel vous êtes donc président du réseau libéral africain. Il s'agit bien évidemment de l'ADF-RDA. On sait que c'est l'un des plus anciens partis politiques au Burkina. Aujourd'hui, comment va l'ADF-RDA dont vous êtes le président? Je dois rendre grâce à Dieu parce que l'ADF-RDA se porte bien et l'ADF-RDA revient de loin. Et comme vous l'avez indiqué, notre parti est le plus ancien des partis politiques au Burkina Faso parce que c'est ce parti des indépendances. C'est ce parti qui a tracé les voies pour qu'aujourd'hui nous puissions parler de démocratie et que nous puissions agir aujourd'hui et continuer l'œuvre de nos pionniers et de nos dévanciers. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à nos pères fondateurs. Je veux parler du président Ouézen Coulibaly, du président Maurice Yameogo, président Sangoulé Lamizana, qui ont tous été des présidents du RDA et qui ont apporté leur contribution à la construction donc, du Burkina Faso. Aujourd'hui, le parti se porte bien parce que le RDA a réussi cette prouesse de pouvoir préparer la relève en son sein. Et aujourd'hui, donc, je suis le président du parti et je suis entouré de jeunes. Et ensemble, nous mettons en œuvre donc, notre programme et notre objectif, c'est vraiment aller en 2020 à ces élections et d'apporter notre contribution au peuple burkinabé parce que nous nous présentons comme le candidat du rassemblement et de la rupture. D'accord, on va parler évidemment de votre candidature, mais dites-nous, est-ce que vous insinuez que l'ADF a renouvelé son personnel politique quand vous parlez de rajeunissement des membres du parti, parce que c'est un parti qui est ancien, on l'a dit, on peut déjà imaginer que c'est un parti de vieilles personnes aussi. L'ADF a bien renouvelé son personnel politique. Nous avons des militants qui sont convaincus. Nous avons des personnes qui votent RDA, pas parce que c'est Gilbert qui est à la tête du parti, mais ces personnes-là, elles votent RDA par conviction. Maintenant, au niveau de la direction du parti, comme je l'ai dit, le RDA a réussi cette prouesse de faire la place aux jeunes. Et le RDA a toujours indiqué cette voie. Et c'est ce que nous voulons faire avec notre pays aussi, le Burkina Faso. C'est créer les conditions d'une émergence véritable de la jeunesse. Parce que vous remarquez qu'ailleurs, on parle des jeunes, on parle beaucoup des jeunes, mais en fait, les anciens accaparent les postes de responsabilité et ne donnent pas la place aux jeunes. Et ce que je vous dis, voilà, c'est dans le discours, mais ce que je vous dis ressort même dans des études indépendantes qui ont été faites. Il y a eu une étude indépendante au Burkina Faso ici, qui indique que l'ADF-RDA est le parti qui fait le plus la promotion des femmes parmi les partis politiques au Burkina Faso. Ça, c'est un. Des femmes. Des femmes. Deuxièmement, il y a une étude encore qui montre que l'ADF-RDA est le parti qui fait le plus la promotion des jeunes au Burkina Faso. Et on a même participé au programme PIPA avec l'IGD, où l'ADF-RDA a été retenu comme le premier parti au Burkina Faso qui fait la promotion des jeunes et le deuxième parti de l'Afrique de l'Ouest qui fait la promotion des jeunes. Donc là, ce ne sont pas des mots, ce sont des réalités. Effectivement, par exemple, au sortir de 2014, pour les élections de 2015, l'ADF-RDA a présenté pour les députations, pour la liste de ses candidats à l'Assemblée nationale, une liste qui était composée de 70% de jeunes de moins de 35 ans. Parce que quand nous parlons de jeunes, ce ne sont pas des jeunes de plus de 35 ans. Nous respectons le critère de 35 ans de la charte donc, sur la jeunesse. Et donc, quand on parle des jeunes, et nous avons renouvelé effectivement notre bureau politique national, notre bureau exécutif national et notre secrétariat exécutif, et nous avons plus de 33% de jeunes de moins de 35 ans. Et également aussi au niveau des femmes, nous avons cela. Et je rappelle que l'ADF-RDA est la première formation au Burkina Faso à avoir évoqué de noir sur blanc, de manière écrite, dans son programme politique en 2005, la nécessité d'arriver à un quota de 30% pour les femmes et les jeunes. Ah d'accord, l'idée est partie donc de vous. Alors aujourd'hui, vous faites la part... Et aussi la subvention pour les jeunes. Le fonds qui devait être créé et doté d'1 milliard de francs CFA, c'était une idée de l'ADF-RDA qui a été proposée donc à l'époque au président. Alors, à vous entendre, vous faites la part belle aux jeunes et aux femmes. Finalement, quelle est la place réservée aux anciens au sein de l'ADF-RDA? La place réservée aux anciens, c'est que les anciens accompagnent et conseillent les jeunes pour permettre aux jeunes de pouvoir travailler. Parce que comme on dit, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, et au RDA, justement, notre slogan
c'est de dire que le RDA, c'est l'alliance de la sagesse et de la jeunesse au service du peuple. Okay. Nous nous mettons ensemble, nous ne sommes pas dans des rapports antagoniques, mais les anciens savent qu'aujourd'hui, leur rôle, c'est de préparer cette jeunesse-là. Et nous aussi, nous le faisons. Et cela a commencé depuis notre tendre enfance. Nous avons été engagés très jeunes et on nous a fait confiance très jeunes. Et nous, nous préparons également les jeunes. Nous avons des jeunes qui sont en train de monter. Et chaque fois, je ne manque pas de dire aux jeunes, aujourd'hui, si je suis en train de parler en tant que président de l'ADF-RDA, sachez que demain, c'est vous qui serez à ma place pour parler en tant qu'ADF-RDA. Alors là, c'est bien compris. Maître Gilbert Noël Ouédraogo, en mars 2019, vous avez fait l'actualité parce que vous avez été investi candidat à la présidentielle de 2020 au Burkina, faisant de vous l'un des premiers, sinon le tout premier candidat investi. Et pour cette présidentielle du 22 novembre désormais, alors comment est-ce que vous préparez ces élections? Nous préparons bien cette élection. D'abord, il faut rappeler qu'en 2015, nous avons porté notre candidature pour l'élection présidentielle, mais cette candidature a été rejetée et invalidée par le Conseil constitutionnel. Et à l'époque, nous avions dit que nous étions candidats pour prôner la paix et la cohésion. Et le rejet de cette candidature ayant été acté par le Conseil constitutionnel, nous en avons pris acte et nous avons dit, pour la paix de notre pays, le Burkina Faso, nous acceptons ce rejet de candidature, nous ne ferons aucun recours. Nous avons dit, nous prenons acte de cette décision. Et si vraiment l'absence de l'ADF-RDA à une élection présidentielle peut apporter la paix à notre pays, le Burkina Faso, c'est un sacrifice que nous consentirons volontiers pour le bien de notre nation, parce que notre parti est là pour servir le peuple burkinabé. Aujourd'hui donc, nous nous sommes encore préparés davantage pour aller à la conquête du pouvoir. 5 ans après. 5 ans après. Donc, quand nous avons été investis en mars 2019, comme vous le dites, c'est le premier parti à avoir investi un candidat pour cette élection présidentielle de 2020. D'aucuns nous avaient dit que c'était très tôt, mais cela montrait la détermination de l'ADF-RDA et aussi le fait que nous voulions être le candidat de la rupture. Parce qu'on a dit, il faut changer la manière de faire, il faut changer la manière de procéder. On ne peut pas faire toujours la même chose et espérer avoir des résultats différents. Les candidats des partis politiques doivent être connus bien à l'avance pour que ces candidats puissent aller à la rencontre des populations, puissent discuter avec les populations en tant que candidats et enrichir leur programme à travers les suggestions qui leur seront faites par ces candidats. Et puis aussi mener le débat en tant que candidat. Il ne faut pas que tout cela se fasse à la dernière minute. Mais la pratique, effectivement, ici, c'est que cela se fait à la dernière minute. Mais nous avons opté de le faire donc bien à l'avance pour indiquer clairement notre détermination et notre intention. Et nous avons renouvelé nos structures. Après le congrès, le bureau exécutif a été renouvelé, le secrétariat exécutif permanent et le bureau politique national. Nous avons renouvelé nos structures sur l'ensemble du territoire aussi du pays. Et c'est ce travail que nous faisons qui va nous permettre d'aller à la conquête de notre électorat. Nous avons des militants convaincus, nous avons des militants engagés. Nous cherchons à élargir notre base. Et nous faisons aussi un travail de recrutement. Parce que nous voulons... De nouveaux militants. Parce que l'ADF-RDA est un parti qui est ouvert, où il y a la place pour tout le monde. Et nous invitons les uns et les autres à nous rejoindre pour qu'ensemble, nous puissions travailler à ramener la quiétude, la paix, la sécurité, l'entente, la concorde et l'unité dans notre pays, le Burkina Faso, car comme on le dit, on se présente comme le candidat du rassemblement et le candidat de la rupture. Rupture dans la manière de faire les choses, dans les rapports avec l'État, dans le choix de nos responsables, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Rupture aussi par rapport à la gestion budgétaire et financière, plus de rigueur, lutte contre la corruption, travailler vraiment à faire en sorte que nous puissions aller de l'avant. Rupture aussi dans la relation avec la diaspora. Il faut impliquer davantage notre diaspora. Cette diaspora, elle travaille, elle apporte quelque chose à notre pays et son expérience peut nous aider à faire le décollage. Et nous voulons que le Burkina Faso, les fils et filles du Burkina se retrouvent sans rancune et qu'ils construisent leur nation. Parce que nous disons, si nous allons aux élections, ce n'est pas pour aller contre quelqu'un. Ce n'est pas aussi parce que nous voulons régler des comptes après avoir été élus. Ce n'est pas parce que nous voulons nous venger sur quelque chose. Nous n'allons pas aussi à ces élections pour avoir le pouvoir, pour critiquer nos prédécesseurs. Non, il faut qu'on change. Il faut qu'on
il faut mettre en confiance tout le monde, il faut réunir tout le monde, il faut construire ensemble et faire en sorte que quand vous arrivez au pouvoir, vous rassurez ceux qui vous ont dévancé et que vous prépariez aussi les conditions de votre départ. Parce que vous devez laisser le pouvoir à la jeunesse. Il faut penser à partir. On ne vient pas au pouvoir pour rester. Alors, ça fait bientôt une année que votre candidature a été annoncée. Ça fait bientôt une année que vous avez été investi candidat de l'ADF-RDA pour la présidentielle de 2020. Mais on ne vous voit pas beaucoup sur le terrain lors des meetings comme certains candidats qui ne sont même pas encore investis. Est-ce que vous ne craignez pas perdre l'avance que vous avez déjà? Non, pas du tout, parce que nous avons, là également aussi, j'ai dit, nous avons opté pour la rupture. Et la rupture veut que nous ne procédions pas comme cela se fait d'habitude. Nous n'avons pas besoin de faire couvrir ce que nous faisons sur le terrain. Nous pensons plutôt qu'il y a un travail souterrain que nous sommes en train de faire et nous pensons que ce travail souterrain va payer au moment venu. Et il faut savoir que les formes classiques d'organisation ne sont pas forcément celles qui marchent. Mais comment vous allez recruter de nouveaux militants lorsque vous ne communiquez pas et que vous n'êtes pas, vous ne communiquez pas sur ce que vous faites? Mais nous communiquons, puisque en fait nous ne communiquons pas publiquement sur ce que nous faisons, mais là par exemple nous sommes en train de communiquer publiquement, ce qui veut dire que nous sommes passés aussi à une autre étape et nous n'excluons pas ces tournées. Par exemple, nous avons entamé cette semaine des tournées à l'endroit des coutumiers et des religieux vers lesquels nous étions allés au lendemain de l'insurrection. Aujourd'hui, nous avons décidé d'entamer cette tournée auprès de ces leaders religieux et coutumiers pour présenter la candidature de l'ADF-RDA, demander leurs conseils, leurs suggestions. Ce travail-là, nous allons communiquer certainement là-dessus, mais il y a bien d'autres choses que nous faisons sans communiquer. Et en m'investissant candidat de l'ADF-RDA, on m'a demandé de travailler à ne pas être uniquement le candidat d'une formation politique, mais de travailler à élargir ma base et faire en sorte que je sois le candidat d'une coalition de forces vives. Donc notre objectif, c'est vrai, je suis ADF-RDA, l'ADF-RDA m'a investi, mais je veux aller au-delà de l'ADF-RDA pour ratisser plus que l'ADF-RDA. Parce que notre pays, nous avons besoin de changer notre façon de voir les choses, notre rapport avec les gens. Et il faut mettre tout le monde en confiance et que les gens sachent qu'en venant sur place, ce n'est pas seulement uniquement l'ADF-RDA, mais ce sont les Burkinabés qui sont visés. Et je veux qu'avec les Burkinabés, nous puissions construire ensemble notre pays, le Burkina Faso. Quand vous parlez de ratisser large, est-ce que vous voulez dire là que vous allez allier à votre cause d'autres partis politiques? Ou alors il s'agit d'organisations de jeunesse ou de citoyens lambda tout court? Ça implique tout cela, c'est-à-dire rallier d'autres partis politiques, mais pas seulement que des partis politiques, rallier des forces vives de la nation, des organisations de jeunesse, des structures, en tout cas faire en sorte qu'il y ait un élan national autour de cette candidature pour que ce ne soit pas uniquement une candidature qui est faite au nom de notre parti, l'ADF-RDA. Et nous travaillons là-dessus et au moment venu, nous vous porterons donc les informations concernant ce qui a été fait à ce niveau. Maître Gilbert Noël Ouédraogo, candidat à la présidentielle de 2020, vous êtes candidat pour la première fois. Est-ce que vous ne craignez pas d'autres gros bonnets qui sont déjà des habitués aux élections présidentielles? On peut citer entre autres le président sortant qui vraisemblablement sera candidat, Roch-Marc Christian Kaboré, Zéphirin Diabré et bien d'autres gros bonnets comme ça. Est-ce que vous ne les craignez pas? Le principe même de la compétition, c'est qu'il y ait d'autres candidats. Et plus les candidatures sont relevées, plus le combat est intéressant. Il vaut mieux avoir en face des candidats de taille qui permettent d'élever le niveau de débat que d'avoir des candidats qui ne sont pas à la hauteur. Donc ça fait partie. Voilà. Ça permet après de savourer sa victoire. Donc à notre niveau, nous pensons que ça fait partie du principe élémentaire. Je vous parlais tantôt des principes du libéralisme, qui est la pluralité de candidatures et le choix. Et donc nous sommes ouverts. C'est une compétition qui est très ouverte. Mais vous savez que la compétition aujourd'hui au Burkina Faso est très ouverte. Le peuple burkinabé est à la croisée des chemins. Les problèmes sont importants et aujourd'hui, les Burkinabés ne cherchent pas quelqu'un qui est capé ou quelqu'un qui pense être la solution à tous leurs problèmes, mais veulent quelqu'un qui peut être honnête, sincère, humble et disponible pour les écouter. Et c'est ce que nous voulons faire, c'est rassembler les Burkinabés, montrer aux Burkinabés que nous sommes des êtres humains d'abord parce que nous sommes capables de nous tromper, mais également capables de reconnaître nos erreurs et de nous excuser parce qu'on n'est pas au-dessus de l'erreur. Il n'y a que Dieu seul qui ne se trompe pas. Tout être humain se trompe. L'essentiel, c'est de reconnaître ses erreurs
de les accepter humblement, d'en tirer les leçons et de travailler à gagner l'opinion avec soi. En tout cas, les défis sont immenses et on va en parler dans le courant de cette émission. Mais en entendant, Maître Gilbert Noël Ouédraogo, vous avez décidé au niveau de la DFRDA de renoncer à la subvention qui devrait vous être allouée dans le cadre donc, des subventions aux partis politiques et vous avez redirigé ces fonds vers la lutte contre le terrorisme. Qu'est-ce qui a inspiré une telle décision? Encore la rupture? Oui, la rupture et surtout l'amour de notre patrie. Okay. Parce que nous disons que c'est une proposition que nous avons eu à faire et nous voulons être conséquents par rapport à notre proposition. Nous avions proposé, donc, après l'attaque de Koutoukou, qui nous a meurtri, un certain nombre de mesures. Nous avions proposé en son temps qu'on puisse travailler à prévoir une indemnisation conséquente pour un soldat qui tombe sur le champ de bataille, afin que cette indemnisation puisse servir aux veuves et aux orphelins qu'il laisse en partant, car il est tombé en défendant la patrie. Mais là, c'est déjà fait, n'est-ce pas? C'est une loi. Justement, là, c'est venu. Nous avons proposé ensuite que l'on puisse intervenir pour aider donc, les personnes qui vont sur le terrain, qu'on puisse leur donner un montant qui puisse les motiver. Et que pour calculer le capital d'essai de ceux qui sont tombés sur le champ de bataille, qu'il puisse y avoir une bonification de 2 échelons. Et enfin, nous avions proposé la construction d'une réserve citoyenne et plus le reversement de 500 millions de subventions annuelles aux partis politiques pour venir en aide surtout aux forces de défense et de sécurité qu'on avait du mal à évacuer. Parce qu'à l'époque, il y avait des blessés qui étaient là et qui n'étaient pas évacués pour des sommes de 500 000 ou 1 million de francs. Au moment où on faisait cette proposition, la somme n'était pas disponible. Oui. On nous a rétorqué que, s'agissant d'une subvention hors campagne de l'État, l'État ne pouvait pas décider, parce que cette subvention était destinée aux partis politiques, c'est aux partis politiques de prendre leurs décisions. Donc, au moment où la somme a été disponibilisée, pour être conséquent avec nos propositions et par conviction, la DFRDA a décidé de ne pas récupérer cette somme d'argent et de demander à ce qu'il y ait un réaménagement budgétaire pour que cette somme soit affectée aux forces de défense et de sécurité. C'est ce que nous pouvons faire. Nous avons pensé que c'est parce qu'il y a la paix qu'on peut battre campagne, c'est parce qu'il y a la paix que nous pouvons mener nos activités et la paix est primordiale pour nous. C'est d'ailleurs notre devise, paix, liberté et justice. D'accord. Mais est-ce que vous avez essayé de suivre les traces de ces fonds-là pour vous rassurer que c'est parti justement au profit des FDS? Parce qu'une chose de renoncer, l'autre chose également de suivre l'utilisation qui en est faite. Tout à fait. Puisque j'ai adressé une correspondance au ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, pour lui demander donc de faire ce réaménagement et d'affecter cette somme. Mais j'ai également aussi envoyé copie de cette lettre au président de la Cour des comptes, pour dire au président de la Cour des comptes que la DFRDA a renoncé et souhaite que cette somme soit utilisée donc, pour être réaffectée aux forces de défense. J'ai échangé sur la question avec le ministre de l'administration territoriale et nous attendons de voir quelles sont les dispositions qui sont prises et nous allons suivre donc pour que nous assurer que cette somme puisse être utilisée pour venir en aide à ces vaillantes personnes qui se battent pour notre patrie. Parce que c'est cela important. La reconnaissance de la nation est un élément déterminant et important actuellement. Mais est-ce qu'on peut rappeler le montant de votre subvention? Le montant de notre subvention est de 19 millions. 19 millions de francs CFA. 19 millions 300 000 francs CFA. Et c'est l'entièreté de notre subvention que nous avons décidé de reverser aux forces de défense et de sécurité. Mais avant cela, nous avions aussi contribué lorsque, au sein de l'opposition, nous avions proposé donc une cotisation. Et la DFRDA, à travers le parti au niveau central, mais à travers nos structures décentralisées, nous avons contribué. Pour les personnes déplacées, nous n'avons eu de cesse de faire des actions de dons, de vivre à ces personnes. C'est peut-être une autre façon de voir les choses. Nous avons pensé qu'au moment où la nation est en difficulté, au lieu de faire des tournées politiques où on rassemble du monde pour montrer notre force de frappe, peut-être faut-il qu'on soit aux côtés du peuple qui souffre. Et qu'on montre que nous vivons cette situation dans notre chair. Et donc tout ce que nous avons fait depuis ce temps-là, au lieu d'aller organiser des rencontres politiques, nous avons plutôt préféré être aux côtés de nos populations qui souffrent
en ce moment. Vous l'avez certainement fait discrètement parce qu'on n'en a pas entendu parler. Pourtant certains cas ont été révélés et même couverts par la presse. Okay. Quand je prends par exemple le don que nous avons fait aux déplacés, parce que quand c'est à l'interne, on ne parle pas de réfugiés, mais il faut dire que quand vous n'êtes plus chez vous de manière forcée dans votre pays, ça ressemble un peu à cela. Nous l'avons fait à Kongoussi. Cela a été, nous avons remis aux autorités donc une contribution en vivres. Nous l'avons fait au niveau du Yatenga. Nous avons fait plusieurs opérations de dons de vivres que nous avons médiatisées, mais c'est vrai que nous n'avons pas fait un grand tapage autour de tout cela. Alors, l'ADF-RDA qui décide de renoncer à sa subvention au profit de la lutte contre le terrorisme, vous aviez fait cette proposition, vous l'avez rappelé ici. Est-ce que vous pensez, Maître Gilbert Noël-Verago, qu'un jour les autres partis vont vous emboîter le pas dans le cadre du Burkina qui est en mal à sa sécurité? Nous avons pris la décision en toute âme et conscience en tant qu'ADF-RDA. Et comme je le dis souvent, nous sommes des libéraux et la liberté, elle est accompagnée d'un critère. Quand on parle de libéralisme, c'est l'alliance de la liberté et de la responsabilité. Donc chaque parti a sa liberté et sa responsabilité dans sa prise de décision. Nous avons posé cet acte parce que nous pensons que c'est ce que nous avons à faire pour le bien de notre nation. Maintenant, nous ne sommes pas là pour juger les autres, ni pour prétendre indiquer aux autres ce qu'ils doivent faire. C'est bien compris. Alors, on va toujours parler de votre candidature. Vous l'avez déjà déclaré. À côté de vous, on a déjà d'autres candidats presque déclarés au niveau de l'opposition politique qui vont donc aller au challenge avec le président sortant Roch-Marc Christian Kaboré. Il nous est revenu qu'un accord serait trouvé au niveau des candidats de l'opposition en cas de second tour pour soutenir une candidature unique. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'en est-il exactement? Oui, depuis un certain temps, nous travaillons donc, et je suis l'un des fervents défenseurs de cette démarche. Depuis un certain temps, donc, nous travaillons à ce que nous puissions nous entendre sur un minimum de règles pour aller à cette élection. Le premier principe que nous avons convenu, c'est celui de dire que ceux qui souhaitent se présenter, qui se réclament de l'opposition, qu'ils soient affiliés ou non au chef de file de l'opposition, devraient pouvoir se présenter. Car comme on le dit souvent, au premier tour, on compte ses voix et au deuxième tour, on choisit son président. Donc, c'est d'abord de permettre donc, à ceux qui souhaitent le faire d'aller à cette élection. Maintenant, il nous faut un accord qui pourrait être pris pour le second tour. Pour celui d'entre nous, en cas de second tour, qui sera le mieux placé, que tous les autres s'alignent derrière lui pour réaliser les conditions d'une alternance. On nous dit, mais et le premier tour, alors s'il y a un coup KO, je dis s'il y a un coup KO, c'est que c'est l'opposition qui a pris le pouvoir. C'est pour cela que nous pensons au deuxième tour. Voilà. D'accord, donc ça c'est déjà acté. Est-ce que ça fait l'objet d'accords, de signatures, d'un engagement? Pour le moment, le document n'est pas signé puisqu'il est toujours en cours de finalisation et d'élaboration. Il y a eu plusieurs versions, nous avons discuté et nous ferons en sorte en tout cas que le document puisse être adopté, signé à bonne date avant que nous rentrions. Est-ce que vous pensez que vous allez vous entendre? La tendance en tout cas actuellement, c'est que nous sommes tous d'accord sur ce qui est en train de se faire. Il n'y a pas eu de voix divergente qui se soit élevée entre nous sur la question. Les grandes lignes ont déjà été tracées et donc nous sommes en train plutôt de voir quels sont les garde-fous que nous pouvons placer pour nous assurer de la mise en œuvre de bonne foi des engagements que nous aurons pris ensemble. Alors, est-ce que les éventuels... Et cela est ouvert non seulement aux partis affiliés au chef de file de l'opposition, mais également aux partis non affiliés au chef de file de l'opposition. Indépendants éventuels. Et aux candidats, tout candidat qui estimerait qu'elle peut se joindre à cette coalition pourrait être accepté et pour qu'ensemble, nous puissions donc signer cet accord. D'accord. En entendant, le président Roch-Marc Christian Kaboré, sans nul doute, sera candidat à sa propre succession. En tout cas, la constitution du Burkina Faso le lui permet. Lui-même, il a déjà prématurément annoncé cette candidature. Quel bilan pouvez-vous dresser de sa gestion? 4 années, bientôt 5 à la tête de l'État du Burkina, puisqu'il devrait défendre ce bilan pour espérer se faire réélire. Le bilan que je peux retenir de cette gestion, c'est 700 000 personnes déplacées à l'intérieur de notre pays, le Burkina Faso. Plus de 500 000 élèves qui ne vont plus à l'école, faute
des attaques et de l'insécurité sur notre territoire national, un marasme économique, une corruption qui flambe, une grogne sociale sans pareil, une ébullition sur tous les plans. Les commerçants se plaignent, les ouvriers se plaignent, les intellectuels se plaignent. Tout le monde est en difficulté aujourd'hui. Alors, lorsqu'on passe étape par étape, vous parlez de 700 000 déplacés, c'est la conséquence de la montée du terrorisme au Burkina. Est-ce que c'est la faute au président Kaboré? Vous m'aviez demandé de faire un bilan. Oui, moi, je un vous bilan ai donné, de sa gestion. Mais... Moi, je vous donne, est-ce que dans les régimes précédents, quand on faisait le bilan, est-ce qu'on parlait de 700 000 déplacés? S'il n'y avait pas 700 000 déplacés, on n'allait pas en parler. Le bilan, il est fait objectivement sur la base de ce qui est. C'est sous le mandat ce qui se produit. Donc, il est responsable de ça? Je dirais que nous avons eu à échanger sur cette question, même lors du dialogue politique. Et nous avons été clairs que, même si la question du terrorisme est une question qui couvre plusieurs zones au niveau du Sahel et qui est une question internationale, il faut dire que la gestion aussi de la question est importante. Au début de cette crise, alors même que ceux qui venaient nous attaquer venaient de l'extérieur, le pouvoir n'a rien trouvé de mieux que d'accuser ses prédécesseurs au lieu de traiter la question de manière vigoureuse. Apparemment, ce dialogue est révolu. À leur place, moi, j'aurais traité la question avec la dernière énergie à son début. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une situation où les gens sont rentrés dans le territoire burkinabé, ont recruté nos frères et nos sœurs qui aujourd'hui prennent des armes contre la nation. Et là, le problème est devenu assez grave. Et il faut réagir, il faut apporter la solution. Mais bien sûr que c'est d'abord ceux qui sont en place qui doivent apporter les éléments de réponse. Nous, en tant qu'opposition, nous ne pouvons que faire des suggestions, des contributions. Et l'ADF-RDA, Dieu se lançait, a fait beaucoup de contributions. Et nos contributions, je suis gré au pouvoir, ont été prises en compte pour la plupart de nos contributions sur cette question sécuritaire. Mais nous disons qu'il faut aujourd'hui chercher à aller plus loin. Il faut d'abord identifier les causes du terrorisme au Burkina Faso. Il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé au point où des Burkinabés en viennent à prendre des armes contre la nation burkinabé. La réponse à cela pourra nous permettre de traiter la question de manière plus structurelle. Mais à côté de cela, comme je l'ai toujours dit, il faut renforcer nos forces armées. Il faut les équiper. Il faut les former. Il faut les accompagner mentalement. Et le mental également aussi, il y a la question financière. Quand vous allez pour combattre et que vous avez le sentiment que si vous tombez blessé, pour vous soigner, ça pose un problème. Ou quand vous avez le sentiment que vous laissez femmes et enfants derrière vous et qu'il n'y aura personne pour s'occuper d'eux, vous n'avez pas le moral suffisant pour vous sacrifier pour la patrie. Alors, c'est tout cela qu'il faut traiter. Le renseignement. Il faut renforcer le renseignement. Il faut aussi une diplomatie qui entraînera un meilleur rayonnement de notre pays et qui nous évitera aussi certaines difficultés. Enfin, il faut un développement intégré de notre nation. Il faut que l'on soit à l'est ou à l'est du Burkina Faso, à l'est ou à l'ouest, que l'on soit au nord ou au sud du Burkina Faso, on sente qu'on appartient au Burkina Faso, on appartient à une nation et que le développement est équilibré dans toutes ces zones. Et surtout qu'on les écoute. Il faut écouter toutes les ethnies, il faut écouter toutes les religions. Il faut traiter tout le monde sur le même pied d'égalité et faire en sorte que chacun se sente fils et fille du pays. C'est à ce prix-là qu'on pourra résoudre de manière durable cette question dans notre pays, le Burkina Faso. Merci beaucoup. Et si je suis élu, c'est ce à quoi je vais m'atteler. D'accord. Déjà, merci pour cette consultation gratuite. Mais je voudrais qu'on reste toujours sur le bilan du président Roch Marc Christian Kaboré. Comment est-ce que vous
appréciez la gouvernance économique au terme de ces 4 années, 5 années? La gouvernance économique. Est-ce que la lutte contre la corruption a reculé a des résultats? Non, vous avez vu les statistiques qui ont été publiées par le RENLAC qui montrent plutôt que le Burkina Faso a perdu encore plusieurs places par rapport à la lutte contre la corruption. Ça, ce sont des faits objectifs qui sont là, qui montrent que la corruption ne fait que monter dans notre pays, le Burkina Faso, et qui montrent aussi que, je parlais tantôt de la déconnexion de l'État avec les affaires. Oui. Ça, c'est important. Il faut qu'on déconnecte totalement l'État avec les affaires et il faut qu'on permette aux jeunes opérateurs économiques qui ont les compétences de prospérer. C'est ça le libéralisme. Il faut casser les monopoles. Il faut casser les monopoles et permettre à tout le monde d'aller à égalité de chance. Que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans les travaux, à tous les niveaux, il faut permettre aux jeunes de pouvoir émerger. Et la réduction du train de vie de l'État, c'est une chose dont on parle beaucoup. Depuis le régime de Blaise Compaoré jusqu'aujourd'hui, on en parle. Est-ce qu'il y a des signaux qui montrent aujourd'hui que le train de vie de l'État a été réduit? À ce niveau, non. Quand on constate les fonds de souveraineté, on constate une augmentation vertigineuse des fonds de souveraineté. Les acquisitions de véhicules, les institutions ont été maintenues, des budgets augmentés. Donc à ce niveau également, on peine à voir vraiment un effort dans le sens de la réduction du train de vie de l'État. C'est là où il y a le problème. Vous ne pouvez pas demander aux gens de faire des sacrifices quand vous ne donnez pas l'exemple. Quand vous donnez l'exemple, les gens vous suivent. Moi, j'ai visité un pays comme le Danemark, où les gens sont prêts à payer les impôts. Il y a un sondage qui a été fait jusqu'à 70%. Ah oui, 70% de leurs revenus. Ils n'auront plus rien. Ça. Mais justement parce qu'ils savent que ces fonds-là vont servir et qu'ils sont gagnants dans cette opération. Pourquoi? Parce qu'au Danemark, l'éducation est gratuite. Jusqu'à l'université, la santé est gratuite. Vous avez accès à un certain nombre de services. C'est comme si vous confiez à l'État, en fait, vos revenus pour que l'État gère pour vous. Donc, les 30% que vous gardez, c'est tout bénéfice pour vous. Il y a un retour sur investissement. Et vous savez aussi que la somme est utilisée pour des dépenses réelles et qu'on lutte véritablement contre la corruption. Donc, le niveau de confiance dans les responsables est tel que les gens sont prêts à concéder jusqu'à 70%. Et vous rêvez d'un tel modèle au Burkina? Moi, je rêve d'un modèle au Burkina Faso où on lutte véritablement contre la corruption, où l'État est vraiment présent sur l'ensemble du territoire, de manière uniforme, où le citoyen sent qu'il y a une école à côté, il y a un centre de santé à côté, il y a un centre de police à côté, il y a une gendarmerie dans la zone, c'est-à-dire il y a une préfecture, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il puisse, le cadre pour permettre aux citoyens d'évoluer positivement, on le retrouve. Et tout ce qu'on peut avoir à Ouagadougou, on peut l'avoir à Bogandé, on peut l'avoir à Falanguntu, on peut l'avoir à Oursi. Voilà. C'est comme ça que nous arriverons à créer ce sentiment d'appartenance à la nation burkinabé et d'unité. D'accord. Alors, on va poursuivre l'entretien parce que le temps court contre nous dans cette émission pour parler à présent du dialogue politique. Vous avez surpris l'opinion publique nationale en réussissant le dialogue politique entre majorité et opposition. On imagine que vous avez pris part à ce dialogue politique de l'année dernière. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec la mise en œuvre des recommandations? Disons que ce dialogue politique avait été appelé. Tout le monde sait qu'un parti comme le nôtre, l'ADF-RDA, est le premier parti après l'insurrection à avoir organisé une tournée de pardon. Au moment où on le faisait, même on riait de nous. Et après, a appelé à la réconciliation nationale. Aujourd'hui, nous nous réjouissons du fait que toute la classe politique et toute la nation reconnaît la nécessité d'aller à la réconciliation nationale. Et ce dialogue que nous avons eu avec le chef de l'État était un moment important. Il y a eu beaucoup d'attentes parce que les citoyens, les Burkinabés sont fatigués. Ils nous disent tous les jours, arrêtez vos querelles, pensez à l'intérêt de la nation. Essayez de sauver le pays. Nous avons eu ces échanges, nous avons conclu, chacun a fait des concessions pour arriver à un consensus. Dans la mise en œuvre, les choses tardent. Nous avions la loi sur le code électoral qui devait être adoptée. Malheureusement, cette loi a été adoptée après qu'on ait engagé le recensement, faisant en sorte que cette révision, finalement, n'a pas été profitable au Burkinabé de l'étranger et nous conduisant à ce résultat, ce maigre résultat
d'inscrits à l'extérieur, alors qu'on attendait 1 500 000 à 2 millions d'inscrits. On se retrouve avec 23 000 inscrits. Et la réconciliation nationale qu'on doit lancer, nous avons pris du temps. C'est maintenant que nous avons reçu au niveau de l'opposition une correspondance du chef de l'État qui nous demande d'apporter des réponses sur les propositions donc, de l'opposition et de la majorité pour aller au dialogue, pour aller à la réconciliation nationale. Là également, des propositions ont été faites et nous espérons que tout cela va se faire. Mais nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Pourrions-nous entamer cette réconciliation nationale en moins de 4 mois, 5 mois, ou bien allons-nous bâcler cette réconciliation qui pourtant est essentielle pour la suite? Ok, alors on va parler à présent du processus électoral. C'est vrai que vous en avez dit un mot dans le courant de cette émission. Le processus électoral est en cours pour la présidentielle de 2020 au Burkina Faso, la présidentielle qui est prévue pour le 22 novembre 2020. On a déjà la révision des listes électorales. On commence par la diaspora. Comment est-ce que vous expliquez le fait qu'on a eu un tel résultat qui a étonné plus d'un, 23 000 personnes enrôlées sur un potentiel d'environ 2 millions de Burkinabés de la diaspora attendue? L'opposition n'est pas surprise parce que nous avions dit cela. Le code électoral consensuel de 2000 avait préparé correctement les choses en précisant que les pièces de votation, c'était la carte nationale d'identité, le passeport et la carte consulaire. Ensuite, en précisant que les inscriptions pouvaient se faire dans les ambassades, les consulats ou tout autre lieu en accord avec le pays hôte. Quel ne fut pas notre accord que le pouvoir en place, quelle ne fut pas notre surprise plutôt que le pouvoir en place ait retiré ces dispositions. À partir de ce moment-là, on savait que l'intention affichée clairement par le pouvoir était d'offrir un vote des Burkinabés de l'étranger au strict minimum. Nous avons eu le dialogue politique. On a réintroduit ces dispositions. Le dialogue politique a eu lieu en juillet. De juillet à janvier, rien n'a été fait. On a lancé le recensement le 4 janvier. Et c'est le 23 janvier que la loi a été examinée à l'Assemblée nationale. La clôture était pour le 26 pour l'enrôlement. Donc, la loi même portant révision du code électoral est entrée en vigueur après la clôture du recensement des Burkinabés de l'élection. Alors, qu'est-ce qu'on cherchait? On ne pouvait pas s'attendre à un meilleur résultat. On ne pouvait pas s'attendre à un meilleur résultat. Et je peux expliquer encore que, comme je le disais, les Burkinabés de l'extérieur, qui ne sont pas dans la majorité. Si vous prenez le cas du Maroc, par exemple, les étudiants sont à Marrakech, ils sont à Casablanca, l'ambassade est à Rabat. Il faut bien qu'ils quittent Marrakech, Rabat et les autres zones pour se rendre à Rabat pour s'inscrire. Rien que pour se faire enrôler. Et l'autre incongruité, c'est qu'au départ, quand on avait dit que c'était la carte consulaire, tout le monde s'est préparé pour avoir la carte consulaire. À un moment donné, on a dit non, c'est la carte nationale d'identité. Au résultat des courses, les Burkinabés qui n'avaient pas encore fait leur carte consulaire sont allés directement faire la carte nationale d'identité. Arrivés à l'inscription, on leur dit oui, ben c'est bien, vous avez la carte nationale d'identité, mais il faut la carte consulaire pour vous inscrire. Donc il fallait payer pour faire sa carte consulaire. La dérogation qui a été permise, c'est de dire bon, écoutez, vous pouvez remplir les fiches, vous payez le mandat en attendant et on vous inscrit. Alors, si vous arrivez à l'ambassade sans avoir prévu cela, après avoir fait une journée de voyage, après avoir demandé une journée de travail, parce qu'en Europe ou ailleurs, si vous travaillez, l'employeur n'est pas censé s'occuper de vos questions électorales. Absolument. Donc c'est de l'argent que vous perdez, vous faites des distances. Et comme je l'ai dit, en Italie, il y a un qui m'a appelé, qui m'a dit, mais monsieur le président, j'ai demandé une journée de off pour pouvoir aller m'enrôler. J'ai fait 667 km pour aller à Rome pour m'inscrire. Et sur place, j'ai dû faire la carte et j'ai fait 667 km pour repartir. Vous pensez que si ce n'est pas un militant engagé dans un parti politique, quelqu'un va se lever à aller faire ça? C'est pas évident. Vous leur demandez trop. D'accord. Donc c'est ce qui explique ce résultat. On a compris vos explications, mais on a remarqué également en entendant la fin du processus d'enrôlement au plan national qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement à l'intérieur du pays quand on s'en tient aux résultats des premières étapes en ce qui concerne le processus d'enrôlement à l'intérieur du pays. Est-ce que vous avez une explication sur le manque d'engouement des Burkinabés sur la question électorale? Oui, je voudrais d'abord profiter de votre micro, si vous le permettez, bien sûr, pour lancer un appel aux citoyens burkinabés à aller s'enrôler, à aller se faire enrôler, s'inscrire, car en fait, ce droit de vote
des gens sont morts dans des pays pour obtenir le droit de vote. Et ce droit de vote, quelles que soient vos convictions philosophiques, religieuses et politiques, c'est celui qui vous permet de participer au choix de votre nation. C'est en allant avec votre bulletin, le jour du vote, désigner celui qui va conduire la politique de la nation pour les 5 années à venir. C'est comme ça que vous pouvez interférer sur la vie de votre nation. Donc, cet élément-là, il faut vraiment aller s'inscrire. Maintenant, pourquoi il n'y a pas d'engouement? Il y a plusieurs raisons. D'abord, la première raison, les cartes, l'absence des pièces. Les pièces d'identité. Au niveau des cartes nationales d'identité, il y a un problème. Vous avez des zones où les gens se sont inscrits pour avoir la carte nationale d'identité. Ça fait 3 mois, ils n'ont pas leur carte d'identité. Vous avez des gens qui ont leur carte d'identité qui sont expirées, mais qui n'ont pas pu les renouveler. Parce que le plus gros lot, on a évoqué cette question au dialogue politique, le plus gros lot de cartes d'identité viennent à expiration en 2010, 2011, parce que, en 2020, 2021, parce que le processus de lancement de la carte d'identité nationale, c'était en 2010. Tout à fait. Et donc les cartes d'identité ont 10 ans. Ce qui fait que là, ça pose problème. Il a même été demandé lors du dialogue que le gouvernement puisse prendre un décret pour proroger exceptionnellement la validité des cartes de 2010 et 2011 jusqu'en 2020-2021. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas encore été fait. Donc là également, nous avons interpellé le gouvernement et nous attendons. Ceci se faisant, on a déjà fini une première zone où tout cela n'a pas été fait. Peut-être que c'est à la fin de l'enrôlement encore qu'on va prendre ce décret. Et donc, voilà des raisons qui justifient cela. Et là également, nous avons un problème avec certains. En 2010, le gouvernement, avec les partenaires, avait mis en place une subvention de la carte nationale d'identité pour permettre l'égalité d'accès de tous à la carte d'identité. À l'époque, c'était à 500 francs que revenait le coût de la carte d'identité. L'opposition a proposé au gouvernement de reconduire la même opération. Rien n'a été fait. En lieu et place de cela, nous voyons des personnes proches qui font des opérations de délivrance de carte d'identité et qui paient des sommes d'argent. Et nous pensons que cela est un troc électoral. Je vous donne 2000 francs, vous prenez une carte et vous votez pour moi. Ce n'est pas cela, l'égalité. Ça, c'est une fraude. Mais est-ce que ces acteurs politiques ne sont pas en train de combler un vide qui existe? Parce que les gens également ont besoin de ces pièces. Si vous avez affaire à un électorat qui n'a pas de CNIB, la première action, ce sera de vous arranger pour que cet électorat soit doté de CNIB. Tout commence par là, n'est-ce pas? Mais vous me parliez tantôt de bilan. Et s'il y a un vide, qui a laissé ce vide si ce n'est le pouvoir en place? Alors, et c'est eux encore qui apportent des solutions, de petites solutions. Donc pour vous, c'est faire des Voilà. Donc le pouvoir doit régler le problème de tous les Burkinabés et permettre aux Burkinabés, je vous ai dit tantôt que cela a été fait avant la présidentielle de 2010, pour que tout le monde puisse avoir la carte et que tout le monde puisse voter. Cela doit être fait maintenant et nous interpellons toujours le gouvernement pour que le gouvernement le fasse de manière à ce que tous les Burkinabés puissent avoir la carte d'électeurs, parce que nous posons la question même de la légalité de la démarche individuelle qui consiste à vouloir aller faire des cartes d'électeurs uniquement pour ces électeurs. Parce qu'il y a eu des zones où il a failli avoir des affrontements. Parce que des gens sont allés pour s'inscrire, on leur a dit non, 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 c'est pas vous, vous n'êtes pas concernés, cette opération concerne une... Ils ont dit mais comment? On vient faire des cartes d'identité, ça concerne tout le monde. Le second problème, avant de terminer, c'est la question de la sécurité. Nous sommes dans un pays qui est en proie à des attaques djihadistes. L'État a intérêt à appuyer les citoyens burkinabés pour que tous les citoyens burkinabés puissent avoir une carte nationale d'identité. Donc, au-delà des élections même, l'État a l'obligation de faire en sorte que nous ayons ces cartes nationales d'identité. D'accord. Alors, Maître Gilbert Noël-Trago, vous êtes candidat à la présidentielle de 2020. Votre parti, sans doute, l'ADF-RDA, va être candidate pour les élections municipales et dans les élections législatives déjà. Qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre que ces élections vont coûter environ 109 milliards de francs CFA pour vous faire élire? Est-ce que ce n'est pas trop cher payé? Disons que je n'ai pas les éléments d'appréciation de ces 109 milliards. Je ne connais pas la composition de ce budget, de quoi ça retourne. Mais vous êtes étonné quand même d'entendre ça. Ça dépend. Mais je dirais que c'est un budget, je ne sais pas si c'est le budget communiqué par le gouvernement, mais je dis que c'est vrai que ce sont des besoins exprimés par le gouvernement. Les besoins exprimés. Le montant est effectivement élevé. Il faut maintenant que l'on soit sûr que ces sommes-là correspondent effectivement aux besoins réels pour nous amener à cette élection. Parce que vous n'y croyez pas?
Pas que je n'y crois pas, mais parce que vous-même, vous estimez, en posant la question, ce montant-là, vous estimez qu'il est élevé. Maintenant, comme je dis, je n'ai pas les éléments d'appréciation. Il me faut avoir les éléments d'appréciation pour m'assurer maintenant du fait qu'il faut bien ce montant pour arriver à ces élections. Je ne sais pas ce qui est prévu. On explique que ces montants étaient élevés par le fait du vote des Burkinabés de la diaspora qui coûte déjà 30 milliards. Rien que le vote de la diaspora, 30 milliards. Oui, mais là, il y a un problème. Parce que si on devrait sacrifier 30 milliards pour arriver à ce résultat-là, je pense que, inscrits. Franchement... Peut-être qu'on aura moins de 20 000 votants. Je pense que, franchement, là, il y a un problème. Et le pouvoir doit être interpellé sur sa responsabilité, sur le gaspillage des ressources de l'État. Mettre 30 milliards pour aboutir à ce résultat, après avoir manœuvré, de telle sorte à ce qu'on se retrouve dans ce résultat, c'est vraiment un problème. En tout cas, ce n'est pas quelque chose de salutaire, ni de souhaitable. Alors, maintenant aussi, oui, il faut reconnaître que la démocratie a un coût. Un coût, la démocratie et la transparence a un coût. Et le plus important dans tout cela, c'est qu'il faut d'abord que nous allions aux élections, mais il faut également que ces élections soient transparentes de sorte à ce qu'il n'y ait pas de crise post-électorale. Ça, c'est un élément important. Nous sommes bientôt à la fin de l'émission. Quelques petites questions pour terminer. Enfin, c'est des grandes questions, mais vous allez répondre en si peu de temps. Élections, malgré tout, est-ce que c'est votre avis? Parce que beaucoup de gens estiment déjà qu'au regard de la situation sécuritaire, au regard des déplacés, au regard du fait que certaines zones de notre pays ne sont pas accessibles, il faut reporter ces élections. Quel est votre avis? Est-ce qu'il faut aller aux élections malgré qu'on n'a pas cette intégrité du territoire national? C'est une réalité. La réponse a été donnée par le chef de l'État lui-même, qui estime qu'il faut aller aux élections. Les organismes qui sont en charge aussi de la question électorale, le ministère de l'administration territoriale, ont tous dit que les élections pourraient être organisées. Donc moi, je suis d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut aller aux élections. Pourquoi? Parce que je pense que le risque déjà de la situation que nous vivons, elle n'est pas facile. Et si nous allons dans un vide constitutionnel, cela viendra aggraver davantage la situation. Autant aller aux élections, permettre au peuple de choisir, soit de faire venir de nouvelles têtes pour conduire notre État, soit de reconduire les mêmes pour continuer. Mais il serait risqué que nous prenions l'option, avec ce que nous vivons comme situation déjà, d'aller de ne pas faire des élections à bonne date et de tomber dans un vide constitutionnel qui pourrait nous conduire vers des lendemains incertains. D'accord. En tout cas, ce sera tout pour cette émission Franc-Parler avec vous. Maître Gilbert Noël Ouédraogo, président de l'ADF-EDEA, président du réseau libéral africain. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je souhaite donc en tout cas plein succès à votre chaîne, la chaîne africaine de la télévision. C'est bien ça. Et c'était un plaisir pour moi d'être dans votre maison. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour l'émission Franc-Parler de cette semaine. Je rappelle que notre invité était Maître Gilbert Noël Ouédraogo, président de l'ADF-EDEA, président du réseau libéral africain. Il est également candidat à la présidentielle de 2020. Merci d'avoir suivi cette émission. On renouvelle le rendez-vous pour la semaine prochaine avec un nouvel invité. Excellente suite de programme à vous.